Oui, cette vidéo a un format un petit peu différent d'habitude. Vous avez remarqué que la lumière n'est pas la même, je tourne en pleine nuit, et surtout, elle va être tournée en deux parties. Je vais vous parler d'un manga d'une période très particulière. En tout cas, pour le manga en France. Je dis bien en France. On va devoir faire un petit rappel de ce qui se passait à ce moment-là et de ce à quoi on avait droit à l'époque pour un peu mieux comprendre le sujet. Là, je vais vous parler d'une époque que certains appellent à tort l'ère du Big Three. Big Three, ça ne veut rien dire, ça ne rime à rien, c'est un terme purement occidental. Au Japon, vous dites ça, on vous regarde avec des gros yeux et on comprend pas ce que vous voulez dire. Cette période, c'est celle entre 2005 et 2015. La période 2005-2015, quand on vous demande de citer les mangas importants, pour le Jump en tout cas, c'est souvent les mêmes noms qui vont revenir. Bleach, Naruto, One Piece. Et je pense que je vais vous faire un petit rappel de ce qui sortait à l'époque, en tout cas du côté du Jump. Rendez-vous bien compte qu'à cette époque, il y a Toriko, Aishid 21, Digreman, Reborn, Death Note, Gintama. Dites-vous que la même année, 2004, il y a Gintama, Death Note, Reborn et Digreman qui commencent la même année. J'insiste, hein, là c'est seulement 2004. Encore un petit peu après, vous avez d'autres qui s'en sont rajoutés, genre Kurokos Basket, Medeka Box par exemple. Et dans la dernière partie, après 2010, Nisekoi, IQ, Assassination Classroom, Food Wars, et si on pousse un petit peu à 2014, bah c'est les débuts de My Hero Academia. Il y a un manga que je n'ai volontairement pas cité dans la liste parce que là, je le précise, je vous parle uniquement des mangas du Jump. Si on devait citer d'autres noms qui sont venus jusqu'à chez nous en termes genre manga populaire, vraiment, Full Metal Alchemist, Fairy Tail, Soul Eater, Magie, Black Butler. Et pour les shoujo, dans la même période de parution, vous avez Nana et Yona. Je sais pas si on réalise la période que c'était quand même. Comprenez bien une chose, hein. Oui je sais j'ai pas cité SNK dans la liste, mais bon voilà, ajoutez-le si vous voulez, mais c'est que les mangas populaires, ça va, ça vient. Si aujourd'hui on vous parle MHA, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou Chainsaw Man, faut pas oublier que il y avait d'autres mangas avant eux. Littéralement, je repense aux gens qui prétendent et qui disent en boucle que le Jump et le manga va s'écrouler et disparaître à la fin de One Piece. Référez-vous ne serait-ce qu'à la liste donnée plus haut. Ces mangas-là, ça a quand même été des gros succès, hein, mine de rien. One Piece, depuis 97, ça a connu pas mal d'ères différentes. Ça a connu l'arrivée de Hunter x Hunter, et ça a connu l'arrivée de Ichi the Witch en passant par Death Note. Les mangas, ils ont vécu avant One Piece, ils vivront après One Piece, y a pas de problème. Maintenant, vous vous demandez sans doute pourquoi je parle de cette période-là, et surtout pourquoi j'ai fait ce choix de cette tranche entre 2005 et 2015. La raison, elle est assez simple, c'est parce que je trouve qu'en France, c'est une période assez particulière. Ça fait un bout de temps que le Club Dorothée, ça n'existe plus, et d'un autre côté, on est 5 ans avant le boom du Covid. En fait, je laissais un battement de quelques années entre les deux dates. J'aurais très bien pu choisir 2004-2013 et finir en 2017. Mais une tranche de date 2005-2015, c'est plus parlant. Et surtout, cette période-là, c'est celle que j'ai connue. 2005, c'est là où je regarde mes premiers animes à la télé. 2015, j'étais encore scolarisé, et c'était là où je suivais mes One Piece en hebdo, par exemple. Celles qui ont marqué mon enfance et une bonne partie de mon adolescence. Et surtout, pour un point particulier, 2015, à mes yeux, c'est le début de la fin d'un certain format. Ou en tout cas, on l'a vu de moins en moins. Cette intro est longue, mais je vous promets, elle est intéressante, elle est importante pour comprendre certaines choses. Vous vous doutez sans doute que tous les mangas que j'ai cités plus haut, là, tous les shonen, c'est pas pour faire joli. J'ai pas cité les shoujo parce que les adaptations de shoujo c'est toujours un cas un peu particulier. C'est une cible éditoriale qui est assez stigmatisée, vous le savez depuis le temps. Et tout ce que je vous ai dit là, la liste plus haut, c'est pas pour vous dire regardez de mon temps c'était mieux, quand j'étais gosse, ils étaient bien les mangas, ça vous le savez déjà. Non, j'ai une question qui est plus simple. Sur tous ces mangas là, combien ont eu une adaptation en anime dite fleuve? Et surtout, combien n'ont pas eu de suite? Un anime fleuve, basiquement, c'est un anime qui n'est pas saisonnier. Bravo Sherlock, un anime saisonnier, c'est un format qui porte bien son nom. 12 épisodes environ, 24 pour d'autres cas, un épisode par semaine, ça dure 3 mois, donc une saison. 2 saisons pour les 24 épisodes. Un anime fleuve, ça suit pas ses règles, c'est un épisode par semaine, quoi qu'il arrive. Pour la question citée plus tôt, si on enlève les shoujo, j'ai cité 17 mangas de cette période. Il y en a 10 qui ont eu une adaptation fleuve. Et sur les 10, il y en a 9 qui datent d'avant 2010. Et surtout, 6 d'entre eux n'auront jamais eu leur fin en anime. Elle n'a jamais été adaptée. Et le manga dont je vais vous parler aujourd'hui, il fait pas défaut à la règle parce qu'il monte tous ses comptes de plus 1. Je pense que vous l'avez réalisé, hein. Les animes fleuves, à part séries pour enfants la plupart du temps ou suites de vieilles séries, ça ne se fait plus. On favorise les saisons et les films, déjà parce que c'est sans doute moins coûteux et ça rapporte plus, c'est souvent plus qualitatif, et c'est aussi parce qu'on flingue pas l'audience en faisant plein de fillers à dessous. Mais même avec ça, hein, rappelez-vous que Bleach,
On a dû attendre 10 ans pour une annonce de retour de l'anime. Et même pas un retour fleuve, un retour en saison. One Piece annonce que maintenant, ça va devenir un anime saisonnier, l'adaptation. Fairy Tail, pour aller à la fin, il y a eu au moins 3 studios différents, ils se passaient la balle en permanence. Faut vous le dire, hein, les 6 animes que j'ai mentionnés là, qui n'ont pas eu leur fin et tout, ils ne verront sans doute jamais leur fin en anime. C'est mort. Que des animes fleuves ne voient jamais leur suite adaptée, mais qu'ils soient tout de même bien avancés, c'est pas très rare. Aishid 21 par exemple, ça adapte jusqu'au chapitre 240, il y a au total 333 chapitres en tout. Bon, vous ratez les US et les Teikoku Alexanders, mais vous avez vu une bonne partie du manga adapté quand même, et ça s'arrête après un match super important. La plupart du temps, il va vous manquer une centaine de chapitres au maximum. Certes, c'est beaucoup, mais là, on parle d'œuvres qui font entre 300 et 350 chapitres. Parfois même, ça va au-dessus des 400. Donc vous avez quand même environ 60 à 70% de l'œuvre qui est adaptée quand même. Il y a des exceptions, évidemment, mais vous avez l'idée. Et maintenant, si je vous disais qu'il y avait un anime qui n'adaptait déjà même pas la moitié du manga, qui en plus de ça, coupe plein milieu d'un arc central et majeur de l'histoire pour mettre des fillers à la place et une fin abrupte, sans rapport. Est-ce que vous me croiriez? Sinon, laissez-moi vous parler de Belzebub, l'anime que vous aviez sans doute tous oublié. À une époque, quand je passais devant le magasin de BD et de manga de ma ville, il y avait des titres que je voyais tout le temps sur l'aventure. Soul Eater, One Piece, Bleach, Naruto, les grands classiques. Et assez souvent aussi, je voyais un certain manga ou des goodies avec un bébé qui avait les cheveux verts. Ce manga, c'était Belzebub. Et pourtant, aujourd'hui, si vous allez en librairie, vous retrouverez sans doute tous les noms que j'ai cités plus haut, mais pas Belzebub. On va être clair, souvent je vous parle de mangas qui ont un intérêt au moins un peu caché, des trucs qui peuvent globalement un peu vous faire réfléchir avec des messages, on va dire, un petit peu profonds. Et pour le coup, Belzebub, c'est vraiment pas du tout le délire du truc. On en est même plutôt loin. En réalité, Belzebub, c'est même clairement ce que j'appellerais un produit de son époque. Les shonen du Jump à cette époque, ils sont un peu particuliers. Et je pense honnêtement que cette tendance plus portée humour, c'est un petit peu lié à One Piece. Mais globalement, c'est des mangas comparés à Saint Seiya, Hokuto no Ken ou les premières parties de Jojo. Déjà, les morts, il n'y en a pas tant que ça. Comparé à Jujutsu Kaisen, même aussi, il y en a clairement moins. Et c'est surtout moins sombre au niveau ambiance. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais dans le Jump à l'époque, il y a aussi Death Note. Dans le Jump à l'époque, il y a aussi Digreman. Certes. Mais ça, à côté de Gintama, Belzebub ou Reborn, il y a une tendance qui se dégage. Et c'est clairement pas celle du shonen qui se prend vraiment au sérieux. Et c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de parler de Belzebub, parce que c'est un manga qui incarne particulièrement bien ça. 50 parutions, 28 tomes, et c'est brouillon. Je pense pas que ça soit qu'une impression, mais les mangas de cette époque, la continuité, elle était assez particulière à mes yeux pour pas mal d'entre eux. Ça fait qu'on avait des arcs qui étaient pas foncièrement super liés les uns les autres, c'était assez décousu. Prenez Demon Slayer, dès le début on vous dit Muzan est méchant, il y a les lunes à tuer. Jujutsu Kaisen on te montre Mahito, Geto, Sukuna comme des ennemis ultimes assez tôt. Mais à l'époque, pour certains, j'avais l'impression que c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Chaque arc était assez indépendant des autres. C'était pas rare que chaque arc t'introduisait les antagonistes du dit arc et tu ne les revoyais sans doute jamais après. Vis-à-vis du world building, ça semblait pas spécialement gênant. On était dans une surenchère exponentielle, hein. T'avais battu le plus fort, ok, mais il y avait le plus fort du plus fort. Hein. Et ça on pouvait te le faire mais genre 3-4 fois. Belzebub, si on vous prend les arcs, on vous introduit des antagonistes différents, enfin les arcs à peu près majeurs, il y en a 4 qui vous font ça, sans réelle continuité, avec d'autres arcs et des petits trucs un peu plus annexes au centre. Allez hop, les méchants de ton école, les méchants de l'autre école, les démons, on retourne à la première école, mais c'est d'autres méchants. Et ça c'est sans compter tous les autres arcs un peu plus mineurs, qui durent pas très longtemps, mais bah il faut quand même vous caler un antagoniste. Donc bon bah vas-y, on va t'en mettre un là, il sera là pour cet arc, le reste c'est ciao, vous le verrez plus jamais, merci à lui. Mais ce genre de truc, aujourd'hui, ça vous sonne invraisemblable. On vous donne pas de grand antagoniste principal qui va être le boss de fin, on vous donne pas un crescendo d'arc où on réalise que tous les méchants ils sont liés. Non, on va juste là-bas, il y a des types pas sympas, on les tape, c'est la fin. D'un point de vue world building, c'est complètement nul, et t'as surtout l'impression que l'auteur, il écrit un petit peu comme il veut, c'est-à-dire que « Oh bah tiens, je suis sur le fil, j'avais pas pensé à ce qu'il faut que je fasse à l'arc d'après, donc bon bah vas-y, je fais ça. » Et d'un autre côté, mais moi je peux pas m'empêcher d'adorer ce format. C'est de la suspension d'incrédulité pure et dure, hein. Tu sais que ça fait aucun sens, que c'est aux fraises, mais tu peux pas t'empêcher d'en redemander. Et ça, c'est que le défaut et l'aspect world building vis-à-vis des arcs et des ennemis. Mais sincèrement, il y a des trucs, faut en parler. Tu sens tellement que c'était l'époque où t'avais l'éditeur qui était en fond, qui te gueulait dessus. Fais des tomes, il faut vendre. L'auteur, il est obligé de rusher des trucs ou de jeter des trucs qui étaient censés avoir une utilité. Mais bon, au final, on sait pas. Il y a plein de personnages, on nous les tease, on les verra jamais. Il y a plein de trucs exceptionnels comme ça. Genre, prenez les papis, là. Le principal de l'école des Bourges, le grand-père de Kunieda,
Saotome, surtout Saotome. On te le présente comme le modèle, le mentor d'un perso super important dans l'histoire. Il coach le personnage principal une fois dans un arc et après l'école des démons il sert plus à rien. Il les envoie à une autre coach qui fait un arc aussi, après on la revoit jamais, puis de toute façon les techniques qu'elle leur apprend ils doivent s'en servir 2 fois grand max et c'est fini. Kunieda son power-up de la mort super stylé avec le lion là. 2 fois. Elle s'en est servie 2 fois. Et sincèrement, t'as des personnages, la gestion, elle me termine de rire. Tojo, littéralement, on te le montre comme un monstre de puissance. Le mec, c'est Potential Man. Il a perdu tous ses combats. Je vous jure, j'ai des flashbacks de Ichigo qui dit « Non, mais j'imagine pas Chat perdre ». C'est tellement aux fraises et teubé que ça en devient génial. Le lycée Ishiyama, les antagonistes du début, du premier arc, qui ensuite deviennent les alliés du personnage principal, c'est l'équipe B Running Gag. J'adore ces gens. Oga et Kunieda font tout. Encore, Kunieda, elle est importante, mais bon, elle fait un truc de temps en temps, quoi. Kanzaki, il sert juste à se faire éclater au début de chaque arc, Himekawa à avoir un cerveau, et Tojo, il est là. Enfin non, il est jamais là, en fait. Il arrive juste à la fin, comme la plus grande légende du club, le plus grand de tous les héros, pour se faire tabasser. Magique. Il y a encore un point négatif, et après, promis, je vous explique un peu plus pourquoi le manga est bien. On remet tout en place. Monde démoniaque, on te dit qu'il y a le Behemoth, on te dit qu'il y a les 7 rois des enfers, qu'il y a les 7 péchés capitaux, que le père de Belzebub, il a unifié ce monde. Tu vois, même des fois, Oga se taper un petit peu contre Behemoth pour rire. Littéralement, jamais un vrai combat entre les deux. Sur les 7 péchés capitaux, t'en vois 2 grands max, peut-être 3, je suis même plus sûr. Belphégor, ils ont voulu teaser un truc autour de lui et de son manière. Au final, le mec, tu sais pas ce qu'il te fait ni à quoi il sert. Et surtout, vous ne verrez jamais le roi démon. Petite pause, on se regarde. Le plot principal du manga, c'est littéralement le roi démon envoie son fils dans le monde des humains pour détruire le monde des humains. Vous voulez savoir le développement du truc? Ce que le auteur en a fait? Quand on pense avoir le reveal du roi démon, on voit juste son calbar. Et sa femme, qui a été introduite comme un antagoniste super important, n'est au final pas un antagoniste, et explique qu'elle voulait juste foutre le seum à son mari en se tirant des enfers pour retourner chez ses parents. Et au passage, elle le traite de chômeur. Donc il a tellement tapé le seum qu'il a voulu détruire la Terre. C'est la vraie raison qu'on vous donne vers la fin du manga. Et si vous vouliez voir les enfers, si vous vouliez qu'il y ait un arc aux enfers, parce qu'il y a un moment où les personnages y vont, on sait que Oga il y va, ellipse de 2 ans, hein. Il y va, il revient 6 mois d'entraînement aux enfers, pour rien, c'est juste pour t'introduire le dernier chapitre et te dire c'est la fin. Voilà, il a fait ça entre temps. L'antagoniste final du manga, Fuji, le mec maniait Satan, hein. 3 chapitres. Il a duré, vas-y, environ 3 chapitres. Même pas de flashback. De toute façon, rêvez pas, les antagonistes n'ont pas de flashback. Alors, je sais que dans la vidéo sur les méchants de manga, je disais qu'un flashback, c'était pas essentiel et impératif. Mais quand même, c'est un plus non négligeable. C'est même important. Le mec en face manie Satan. Tu vas pas m'expliquer comment ni pourquoi? Bon, bah ok, allons-y. Maintenant, vous vous dites sans doute, Béléus, t'es sympa, tu fais une vidéo sur un manga en disant qu'il est cool, mais en fait, tu fais que le critiquer. Mais au final, c'est assez simple. Tout ce que je vous ai pointé comme défaut un peu plus haut, bah à mes yeux, c'est aussi la qualité du manga. Ça paraît paradoxal, voire même bête. Mais je vous jure que je le pense. L'absence de world building concret, le fait que le manga surenchérisse autant les personnages et leurs forces, c'est la plus grande qualité. Vous avez juste l'impression de lire un rêve fiévreux. Rien ne se prend au sérieux, tout est toujours exagéré à un niveau exceptionnel, on vous balance des références partout, on fait des blagues tout le temps. Sincèrement, ça se voit que le manga, plus qu'un shonen classique, c'était pensé comme une blague. C'est un manga qui, à la base, était purement humoristique, ça se voit. Tant au niveau des références que de son fonctionnement ou de son histoire même. C'est un délinquant qui a un bébé tout nu sur le dos et qui se bat avec. Sincèrement. Et c'est bien ça qui me fait dire que Belzebub, c'est un produit de son époque. C'était super fréquent à ce moment-là, ce genre de shonen. Il y avait certes des passages sérieux, mais le manga dans sa globalité ne se prenait pas au sérieux pour autant. Des personnages comiques ou en couleur, des gagas à outrance pour une scène violente de temps à autre. C'est bien loin des œuvres majoritairement sombres qu'on voit ces derniers temps, très clairement. Et oui, on entend une pointe de nostalgie dans ce que j'explique, et je m'en cache pas. C'est le cas. Ça avait un sacré charme, ce genre d'œuvre qui ne se prenait pas au sérieux, qui se voulait pas grande ni profonde, mais qui voulait juste être des œuvres qui étaient là pour vous faire passer un bon moment et rire un peu. Franchement, lire Belzebub, pour moi, c'est un peu comme ouvrir une capsule temporelle. Lire un manga d'une époque où certains gags qui ont disparu aujourd'hui étaient encore monnaie courante. Les personnages pervers, les blagues à tendance hétéro-curieuse, c'était légion. Pour certaines, ça a vraiment mal vieilli, et heureusement que ça ne se fait plus. Mais ça reste intéressant de les voir quand même. Il n'y a pas de message caché genre c'était mieux avant, il y a des trucs qui sont très bien aujourd'hui aussi, il y a des trucs qui étaient nuls avant, et des trucs qui sont nuls aujourd'hui aussi, j'ai pas envie de faire le vieil aigri nostalgique. Mais d'un autre côté, ça reste intéressant de se pencher sur ce genre d'œuvre, parce que déjà ça vous permet de comprendre pourquoi vos œuvres préférées d'aujourd'hui ressemblent à ce à quoi elles ressemblent, et pour ceux de ma génération, ça permet de voir ce avec quoi ils ont grandi. Bref, lisez le manga ne serait-ce que pour vous taper une bonne tranche de rire. Il est pas là pour vous vendre quoi que ce soit de profond, mais en fait il réussit son plus gros pari, être amusant, et vous divertir. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.